Bonjour à tous, nous allons commencer la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être présents pour cette conférence de Julia Ndibou Nesene-Ete, qui nous fait le très grand plaisir d'être avec nous à l'Université d'Ottawa pour quelques mois. Elle est donc titulaire de la chaire mobilité francophone du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Et puis on l'attendait depuis plusieurs années. Elle est enfin parmi nous et elle nous met du bonheur chaque jour par sa présence. Mais aujourd'hui, on va l'écouter pour sa première grande conférence ici. Il y en aura au moins 2 autres par la suite et plusieurs autres activités. Donc une conférence qui s'intitule « Vers un essai de modélisation de la standardisation et de la documentation des langues africaines en milieu francophone, une balise pour une éducation pour tous ». Voilà, donc je laisse la parole à Julia et encore un très grand merci. Merci à tous pour votre participation et je te laisse la parole. Merci. Je peux changer de chaîne. J'espère que je suis bien visible. Oui. Bonjour. Bonjour, chers participants et bonjour, chers participantes. Je vous remercie d'avoir sacrifié votre précieux temps pour vous connecter et être présent physiquement à cette conférence organisée par la chaire de mobilité francophone de l'Université d'Ottawa. Avant de débuter, je vais prendre un temps pour remercier les organisateurs et ceux qui ont participé à la concrétisation de cette aventure. Je vais donc débuter par M. Meunier, le directeur de la chaire, pour la mise sur pied et l'organisation de ce programme de mobilité très exaltant pour moi. M. Éric Chevauchery, le coordonnateur de la chaire, et Carole Fleuret, professeure des universités, qui m'a accueilli à bras ouverts depuis des années. Et moi, je les appelle mes anges, ce sont mes anges d'Ottawa et je ne pourrais pas enlever ce nom pour leur veille scientifique et morale. Je ne saurais oublier ma très chère amie Fassal Kanouté de l'Université de Montréal. Je remercie les responsables de mon université, à savoir le professeur Maurice Aurélia Soso, le recteur, notre recteur, et mon directeur, Madame Sylvie Annie Wakata, qui ont bien voulu me libérer pendant ces mois pour que je puisse intervenir ici comme professeur invité à la chaire de mobilité francophone. Je ne saurais oublier les chefs de département de français, ma mère, Sœur Wunja Sata, ainsi que mes collègues, et le chef de département de langue et culture camerounaise de l'École normale supérieure de Yaoundé. Je ne saurais pas finir ce propos de remerciement sans parler de mes enfants, mes doctorants, mes étudiants et mes collègues du Ghana, du Rwanda, de la RD Congo, du Burundi, du Nigeria et des Swatini qui sont présents en ligne. Et je n'oublierai pas ceux du Cameroun qui sont toujours là, présents pour me soutenir et pour certains, prendre mes cours et me remplacer pendant ces mois. Je leur souhaite bien du courage. Merci. Merci à ma famille qui s'en sort sans moi, mon époux, ma mère, mon enfant. Et sans oublier ceux que je n'ai pas pu citer comme Cyril Sandeux, Innocent Fassé et bien d'autres. Donc nous allons, si vous le constatez, débuter en signalant que toutes ces personnes que j'ai nommées appartiennent à des langues, à des cultures différentes, sont des locuteurs de différentes langues. Mais nous nous rassemblons dans un réseau qui est la francophonie. Et donc, nous avons la francophonie en commun. C'est un réseau francophone diversifié. Et cela contribue à un développement scientifique et identitaire de la communauté, aussi bien francophone qu'internationale. Les locuteurs s'expriment aussi bien en français standard que dans les autres français qu'on peut dire locaux, avec leurs normes. Ils associent généralement aussi les parlers jeunes. Certains parmi nous ont migré et d'autres ont migré en véhiculant leur langue et leur culture. Et notamment, on peut signaler comme particularité
l'accent régional, qui est difficile à partir, même si on migre. Certains ont migré aussi bien à l'extérieur de leur pays que dans leur propre pays. Et tout cela marque qu'il y a un contact de langue. Mais dans ce contact de langue, comment est-ce qu'on peut utiliser les langues partenaires, c'est-à-dire le français et les langues africaines pour développer l'enseignement, la pédagogie? Mais bien avant cela, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un équilibre dans le développement du français et des langues partenaires, c'est-à-dire les français régionaux et les langues africaines, qui est l'autre cas de ce jour? Cette conférence s'imbrique donc dans la francophonie diversifiée en posant un regard sur la plurinormalité des langues ainsi que la nécessité d'une harmonisation des modes de standardisation des langues africaines dont on sait encore majoritairement orales. Une documentation réussie ne saurait se départir d'une connaissance écrite de la langue utilisée pour la production du document pédagogique ou non. C'est pourquoi le titre de ma conférence est vers un essai de modélisation de la standardisation et de la documentation des langues africaines en milieu francophone, une balise pour une éducation pour tous. Et moi, je suis Julia Dibnou, déjà présentée. Et nous allons focaliser notre étude de cas sur le Canada et l'Afrique francophone. Le Canada et l'Afrique francophone parce que les deux partagent en commun le français et le bilinguisme. Tous ces pays de l'Afrique subsaharienne francophone ont tous eu un colon qui était la France et ont donc partagé le français. Mais dans certains cas, comme au Canada, le français est langue minoritaire, alors que ce n'est pas toujours le cas dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et donc, nous avons essayé de repartir le plan en fonction du contexte, de la situation socio-linguistique du Canada, la francophonie en Afrique, les statuts. Nous allons insister sur les statuts des langues en Afrique et au Canada, la transmission des langues, aussi bien de manière intergénérationnelle que dans l'école. Nous allons parler et nous focaliser sur la standardisation des langues africaines, comment collecter les données pour cette standardisation, les études linguistiques, la production d'alphabets. Nous allons voir quelques productions d'alphabets, la production des manuels et parler de la plurinormalité linguistique pour une transition scolaire réussie. Si nous nous attardons sur le contexte, nous avons constaté que la francophonie a vu le jour le 20 mars 1970. Et là, c'était lors d'une conférence à Niamey, au Niger. Et nous avons donc, comme cette image l'illustre, plusieurs pays issus de différents continents qui ont décidé d'accepter le français comme langue partenaire et langue de diffusion en créant dès le départ l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, qui est devenue l'Organisation internationale de la francophonie aujourd'hui. Et nous savons que nous avons près de 300 millions de francophones répartis sur 5 continents. Et chaque continent a ses langues, a ses cultures, et donc il y a une coexistence entre ces langues endogènes et le français. Alors, ces dernières décennies, il y a une promotion des langues partenaires et cette promotion passe par un équilibre dans le développement. Nous ne devons pas oublier, si ce n'est pas signalé dans ce contexte, les droits de l'homme qui permettent également de définir le contexte dans lequel nous nous situons. Ces droits de l'homme auxquels s'ajoutent les droits linguistiques qui permettent et demandent le développement des langues partenaires. Ils doivent quitter l'oral pour l'écrit. Nous avons également le contexte de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi que le plan de renaissance de l'Union africaine qui demande que les langues soient utilisées aussi bien à l'école que dans l'administration, et ce, depuis 2010 seulement, même s'il y a eu des débats antérieurs dans les années 80. Et là, nous avons comme carte
nous allons parler de la situation socio-linguistique des États qui participent à notre terrain d'enquête. Comme on le constate très bien, l'Afrique est répartie en 4 grandes langues ou 4 phyla ou phylums selon les accords. Vous voyez que chacun utilise ces accords à sa convenance. Et nous avons le phylum Niger-Kordophanien, le phylum nilo-sahélien et le phylum afro-asiatique ainsi que le phylum coïssan. Ces phylums sont répartis dans toute l'Afrique et nous allons constater que la partie de l'Afrique subsaharienne est majoritairement dominée par les langues niger-kordophaniennes, nilo-sahélien et afro-asiatique. Malgré cette multitude de langues, si on le rappelle, l'Afrique contient le tiers des langues du monde, donc vraiment beaucoup de langues, d'environ 2000 langues. Les langues officielles de l'Afrique ne sont pas souvent les langues africaines. On va constater que très peu de langues africaines partagent même ce statut de langue officielle. Nous avons l'afrikaans en Afrique du Sud et l'arabe qui est une langue du Moyen-Orient. Il y a le swahili en Ouganda et ensuite nous avons les autres langues qui sont l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Et vous verrez que là où les lignes sont avec un double trait, c'est qu'il y a un bilinguisme officiel. Mais tout cela ne saurait prédire que les langues africaines sont mises en avant. Vous avez un seul pays, comme on regarde là-bas, c'est vers l'Ouganda et l'Éthiopie, là où il y a encore l'amharique qui sont des langues parlées. Et si nous revenons au Canada, on constate que le Canada a des langues endogènes, les langues amérindiennes, ça c'est ce que j'ai appris de Carole, ainsi que le français et l'anglais. Mais l'anglais, on le constate, reste la langue majoritaire, même lorsqu'on parle du bilinguisme. Si vous arrivez, on vous parlera d'abord en anglais avant de transiter vers le français. Et si nous revenons sur le mode de la francophonie, en Afrique et au Canada, nous devons rappeler que de 2016 en 2021, le nombre de Canadiens dont le français est langue officielle première est passé de 7,7 millions à 7,8 millions. C'est une évolution apparente, mais si on regarde la croissance de la population qui s'élève à 5,2, c'est plutôt une décroissance de la langue française qui se retrouve en insécurité, ce qui n'est pas le cas en Afrique où l'Afrique compte près de 116 millions de francophones, donc près de la moitié, si on peut dire, de francophones du monde. Alors que la majorité des personnes qui parlent le français quotidiennement se situent sur le continent africain, donc à savoir 44%. Mais il faut aussi se poser la question, quel français? Parce qu'on parle bien le français, mais est-ce que c'est le français africain? Est-ce que c'est le français standard? Mais il n'en demeure pas moins que c'est le français. Et sur les 300 millions de francophones estimés en 2018, nous avons 235 millions qui ressortent de la catégorie naître et vivre aussi en français, dont près de 60% résident toujours sur le continent africain. Donc, il est loisible de conclure que l'Afrique recèle ou recèlera à terme près de la moitié des locuteurs de la langue française. Mais les statuts, quand on le regarde, on constate que nous évoluons. L'Afrique évolue vers l'intégration du français comme langue maternelle, langue de scolarisation, langue véhiculaire. Ça, c'est le français. Le français est langue étrangère, mais c'est langue étrangère, comme au Cameroun, pour les anglophones qui ont pour première langue la langue maternelle. Ensuite, on le Pidgin English comme langue d'intégration sociale et ensuite vont apprendre l'anglais à l'école. Parce qu'il ne faut pas oublier, les anglophones du Cameroun ont cela comme première langue. Alors que ce n'est pas le cas au Ghana, où l'anglais est langue seconde parce que la première langue, elle peut être l'Ewe, ça peut être une langue du territoire et la seconde langue, c'est l'anglais. Mais si vous allez dans les marchés, on vous parlera d'abord une langue africaine avant de vous parler l'anglais. Si on revient sur le cas du Canada, le Canada
a justement le français comme langue officielle. Le français est langue maternelle de ceux qui sont nés dans ces régions francophones. Et ensuite, a aussi le français comme langue étrangère parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des migrants qui arrivent et il y a ceux qui sont anglophones et qui ne connaissent l'anglais qu'à l'école. Donc, c'est également une langue de scolarisation, même si ce n'est pas marqué ici. Dans ce statut, nous allons nous appesantir également sur le statut des langues africaines. Nous avons déjà dit dès le départ que les langues africaines, quand elles sont mentionnées, agissent comme co-langues officielles. Les langues africaines sont également des langues de famille, généralement, et continuent à être utilisées à l'oral parce qu'elles gardent ce statut d'abord d'intégration familiale. Mais on va constater qu'au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, on constate que ce ne sont pas des pays qui sont tellement francophones. C'est une langue de scolarisation. C'est une langue de scolarisation dès la maternelle jusqu'au lycée. Et ça, c'est à féliciter. Généralement, on a également le français, pas le français, les langues africaines comme langue seconde, parce que depuis les années 80, les enfants ont subi un retour de certains clivages, de certaines interdictions qui avaient lieu il y a très longtemps pendant la colonisation, où on interdisait aux enfants d'utiliser la langue maternelle à l'école sous peine d'être bastonnés. Et donc, le français est devenu une langue de prestige et langue première de plusieurs enfants en milieu urbain, où les parents qui sont souvent avec des mariages interethniques préfèrent utiliser le français pour pallier à certaines incapacités. Donc, la langue africaine n'est pas, comme on le pense, toujours la langue première, mais souvent la langue seconde maintenant. Au Canada et ailleurs, les langues africaines sont les langues des migrants, ceux qui viennent migrer. C'est la langue maternelle des migrants, mais ça devient aussi la langue étrangère parce que si des migrants font des enfants au Canada, ces enfants auront pour première langue soit le français, soit l'anglais, et donc la langue africaine de leurs parents deviendra une langue étrangère pour eux, et ils devront l'apprendre comme une langue étrangère. Et nous constatons, comme la carte le montre, qu'il y a quand même des langues de grande visibilité. Ce statut qui n'est pas souvent mentionné, les langues transnationales. Ces langues transnationales sont reconnues par l'Union africaine. Il s'agit en premier lieu, pas comme on voit le Yoruba, le Igbo, du Kiswahili, qui a été accepté à l'Union africaine et qui est même utilisé comme une langue officielle à l'Union africaine. Et ça, c'est un grand pas pour la reconnaissance et la visibilité des langues transnationales. Il y a d'autres langues comme le Yoruba, il y a des langues comme le Fulfulde, le Setswana également, et j'ai déjà parlé du Fulfulde, qui sont également des langues véhiculaires. Et même si ces langues sont véhiculaires, il se pose la question de la transmission des langues africaines. Cette transmission s'opère de deux manières. Une transmission intergénérationnelle qui se fait par les contes, si on peut écouter les contes. Si nous avons essayé de moderniser la manière de transmettre en utilisant plusieurs langues, une forme de transmission intergénérationnelle. Alors que normalement, la tradition voudrait que lorsqu'on transmet une culture, lorsqu'on transmet des normes relatives à la culture, on aura un compte, on aura des assises et cela se fera dans une seule langue. Et donc, certaines personnes ne seront pas impliquées, surtout si nous sommes dans un milieu urbain. Ça, c'est une façon moderne aujourd'hui, dans le cadre du projet Langue en dialogue, que nous avons pu monter avec justement le professeur Carole Fleuret comme participante et conseillère dans ce projet. Et nous avons pu aboutir à la rédaction
collaborative de ces comptes-là. Mais il faut quand même qu'on s'interroge. Si les langues passent du parent, famille, à l'enfant, la communauté à l'enfant, des amis également à cet enfant, cette transmission reste toujours, pourquoi cette transmission reste toujours orale? Alors que les systèmes scolaires, comme celui du Cameroun, a été revisé et depuis 2008, on demande à ce que soit enseigné dès le secondaire les langues africaines et certaines matières sont également utilisées. Nous avons une transmission orale de la langue d'abord elle-même, dans sa pureté. Nous avons également une transmission, mais cette transmission orale de la langue pure africaine, c'est surtout en milieu rural. Dans un milieu où il y a un mélange de langues, ça sera toujours la langue maternelle, plus une LO1, qui est tous les deux. LO1, c'est langue officielle primaire, qui sera toujours diluée. Nous avons également une LM. Quand c'est le milieu urbain, la LM, elle est plutôt diluée et c'est la LO1 qui est un peu plus standardisée. Et donc, on se pose la question, aussi bien pour le français que pour les langues africaines, quelle est la norme transmise à l'enfant? Et là, nous allons donc à l'école. Quand on parle de normes, on revient sur l'école. Quelle est la transmission de cette langue-là à l'école? Même si c'est acquis, c'est un acquis, et que c'est expérimenté depuis 1984 dans un projet, le programme opérationnel pour l'enseignement des langues au Cameroun depuis 1984. Et là, en Afrique également, s'est intéressé depuis une décennie à cet enseignement des langues africaines, mais de manière biplurilingue. On utilise l'AGLC, mais il y a plusieurs controverses qui sont soulevées par rapport aux normes utilisées. Quelle est l'utilisation? Est-ce que c'est celle-ci, comme dans Langa Natilala Douala? Est-ce que c'est celle-ci où on écrit Douala, D-O-U-A-L-A, au lieu d'écrire Douala? Est-ce que c'est ceci, ça c'est à Néondo, Alan, où on marque tous les tons? Ou encore ceci qui relève d'une écriture des missionnaires? Donc, pour le Swahili, on se disait qu'il n'y a pas de problème, mais même dans le Swahili, il y a des problèmes d'harmonisation, de la standardisation, parce qu'il y a un Swahili qui est parlé au Rwanda, qui est différent de celui qui est, pas vraiment différent, mais qui varie de celui qui est parlé en RD Congo ou en Tanzanie. Alors, il se pose fortement un problème d'harmonisation ou de standardisation. Et comme on peut constater, les premières difficultés relèvent d'abord de l'écriture. Est-ce qu'on doit conserver celle avec des points sur les E proposés par les missionnaires? Est-ce qu'on doit... AGLC signifie Alphabet général des langues camerounaises, mis sur pied par Étienne Sadembo et Tadadjeu, qui est généralement utilisé et qui découle de l'alphabet phonétique et critiqué en ce sens que les lettres retenues comme faisant partie de cet alphabet relèvent de la phonétique et donc difficile à transcrire pour certains. Alors, est-ce qu'on devrait rester avec ces critiques-là où certaines personnes préfèrent donc écrire avec l'orthographe française où on écrira Douala avec D-O-U au lieu de Douala? Voilà, donc on écrirait plutôt Ndipnou avec O-U au lieu d'écrire avec U. Ça, ce sont des questions qui se posent en termes d'écriture. Nous avons également quelques considérations des particularités linguistiques. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que certaines personnes, au lieu de dire « dites-nous LD », c'est une lettre dans les langues africaines, selon nous, mais d'autres personnes diront « elle dites-nous ». C'est le cas avec « be » où on a, au lieu de dire « mboma », on préfère dire « m-boma ». Qu'est-ce qui est donc à conserver? Deux lettres ou une seule? Il y a la difficulté également du « ng » qui n'existe pas souvent dans plusieurs autres langues. Est-ce qu'on doit écrire NG? Est-ce qu'on doit conserver le ne, en sachant que si on écrit NG, un mot comme Kingé qui signifie roi, Kingé, ça veut le ne, et si on remplace par le ne par le NG, on aura plutôt Kingé. Ce qui n'est plus la même chose que Kingé.
Et il y a également le problème des tons. On dit que les tons devraient être facultatifs dans les langues africaines. Or, les tons ont une valeur aussi bien lexicale que grammaticale. C'est-à-dire que la fonction lexicale du ton, c'est quand on dit « za », qui signifie « qui », et quand on dit « za », ça signifie « la famille ». Est-ce qu'on devrait donc proscrire l'usage de ces tons qui ont déjà une valeur lexicale et une autre valeur grammaticale? Quand on dit « menge », manger, ça signifie j'ai mangé, je mange. Si on proscrit donc ces tons comme certains le suggèrent, comment est-ce que les langues africaines, surtout les langues bantoues, pourraient s'exprimer? Ça, ce sont aussi ces considérations qu'on devrait prendre en compte dans un système d'harmonisation, de standardisation et même de documentation. Donc, nous avons déjà parlé de la grammaire avec d'autres problèmes qui se posent. Est-ce qu'on doit dire le référent verbal, le préfixe verbal? Ça, ce sont des discussions qui restent souvent dans les académies des langues. Donc, pourtant, on va constater que le français, lui, a préféré évoluer en intégrant les mots des lexiques particuliers. C'est-à-dire qu'on va retrouver maintenant dans un dictionnaire, on peut retrouver le macabo, qui est un fruit ou un légume en tout cas, une tubercule qui est mangée au Cameroun et on a, comme il n'y a pas d'équivalent, on a gardé cela. Comme dolé, on ne peut pas dire explicitement ce que c'est. On sait que ce sont des légumes, mais ce sont des légumes avec un peu d'amertume, donc il n'y a pas un seul mot. Donc, est-ce qu'on devrait également parler d'une norme endogène et des normes pour les langues africaines, comme on en parle de plus en plus pour le français? Et si on revient au français, on va constater que l'écriture dans les langues indo-européennes, c'est une grande tradition, alors que c'est depuis les années 70 qu'on pense réellement à l'écriture des langues africaines. Et nous pouvons citer, comme il y a des bibliothèques numériques qui foisonnent sur Internet, où on peut regarder tout cela. Il y a l'existence des premiers dictionnaires depuis peut-être les années, depuis les années 60, de 1860 qu'il y a des dictionnaires. Il y a un dictionnaire que moi j'aime beaucoup, le dictionnaire évolutif en ligne. Et ce dictionnaire-là, il suffit, le voici, c'est sur cette page. Oh, je crois que je clique dessus. Vous allez constater que si vous cliquez dessus, vous cherchez le mot et le terme que vous voulez, vous avez une explication épistémologique et ensuite vous avez le terme selon tout, comme le go. Go, nous, quand on a go en anglais, ça signifie la fille. Donc, si on regarde l'existence réelle de go, c'est plutôt un jeu japonais. Ouais. Donc, maintenant, celui qui est intéressé à faire connaître qu'il y a une autre façon d'appeler go dans les Français africains pourrait maintenant se connecter et intégrer le mot go avec cette note différenciée qui signifie maintenant fille quand on se retrouve dans un secteur de l'Afrique centrale. Oui, si vous venez chez nous, vous dites la go est belle, vous avez dit que la fille est jolie. On a le terme. Hein? Le Joe. Oui, c'est garçon. Donc, c'est. Non, je crois qu'ils sont jolis. On dit pas. Donc, le niveau de développement des langues africaines n'est pas aussi expertisé, n'est pas aussi atteint. Nous avons des personnes de manière généralement individuelle qui se lancent pour la production des dictionnaires. Nous avons le cas avec toujours Langue en dialogue où on a pu mettre un dictionnaire mais centré sur l'environnement, l'éco-citoyenneté et la responsabilité dans l'ODD 13. Et là, nous avons un dictionnaire qui est en 8 langues. Et chaque fois que vous pouvez cliquer dessus, si vous cliquez, voici le lien, vous avez la possibilité d'avoir le mot en français, le mot en swahili, le mot en anglais, chiluba, lingala, ngumba. Et donc, vous avez également ce que nous avons apporté, c'est la prononciation. Dans l'oral, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le lire et vous pouvez l'entendre. Ces dictionnaires, ce pareil dictionnaire existe rarement et nous aimerions vraiment développer cela de plus en plus. Nous avons également Télan qui, lui, est un dictionnaire plus générique
Et on peut consulter des mots dans plusieurs langues, mais ce sont surtout des langues camerounaises. Or, ici, c'est un travail collaboratif entre la RD Congo et le Cameroun. Donc, ce qui ouvre un peu plus d'espace. On espère que le Ghana va intervenir, ainsi que le Rwanda intervient avec le Swahili. Ils ont préféré adopter un Swahili standard et un Swahili qui est pour la RD Congo, dont les deux versions de Swahili sont intégrées. Mais nous allons constater que quand on parle maintenant de développement, on parle également de documentation. Et la documentation n'est pas très abondante parce que justement, il y a ce problème d'écriture qui se pose. Ensuite, la diffusion dans les radios, elle est assurée dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. On ne s'inquiète pas. Elle est vraiment assurée. La diffusion sur Internet, assez bien. On regarde généralement sur YouTube, mais pas sur d'autres réseaux où on peut trouver ce qui est difficile, des sites qui sont uniquement dans la langue. Les sites sont toujours, quand ça concerne les langues africaines, il y a toujours un site bilingue. Alors que quand c'est le français, c'est uniquement en français, mais ce n'est pas forcément un site bilingue. Donc, quand on revient, on va quand même toujours continuer à se poser la question de ces normes. Donc, j'ai voulu qu'on revienne pour savoir que le français que nous sommes supposés parler aujourd'hui n'est pas un français de toute la France. C'est le français de l'Île-de-France qui a été diffusé et imposé. Et donc, c'est toute une petite île qui a dominé le monde avec ce français standard. Alors, on peut faire la même chose pour les langues africaines, sans oublier que même s'il y a un standard, les variantes ont aussi leur importance. C'est pour ça qu'on parle généralement le français et il y a aussi le français des autres français. C'est-à-dire, même en France, il y a d'autres français comme le verlan. Les Bretons ont leur nom. Moi, la première fois quand je suis partie à Rennes, j'ai suivi un nom Anoine. J'ai dit, mais ce n'est pas un prénom français. On dit, oui, c'est un prénom breton, parce que nous sommes des Bretons et on se reconnaît ainsi. Donc, j'étais surprise et j'ai bien apprécié ces noms avec ça me rappelait nos noms africains. Nous avons le français canadien. Et là, j'étais surprise. Carole m'a dit, si tu es libre, nous allons dîner. Et je lui dis, si c'est après 18 h, je ne suis pas libre. Elle me dit, ah oui, je suis tombée dans le piège. En fait, dîner ici, c'est déjeuner. Alors là, j'ai dit, ça c'est bien que j'apprenne le français canadien parce que là, je vois qu'il y a un décalage entre ce que je crois connaître en termes de français et le français canadien. Mais à ma grande surprise, j'ai cherché des dictionnaires canadiens, du français canadien en ligne, au vu des données que j'ai sur les productions canadiennes, mais je n'ai pas trouvé. Il y a le multi d'Eva de Villers qui parle beaucoup des québécismes. Il y a le fils de la langue française. Oui, c'est ça, je lui ai donné. Oui. Mais c'est ce que je vais dire. Mais pour le Canada français, c'est vrai qu'il n'y a pas. Pour le Canada français, ma connaissance, voilà. Il y a vraiment l'Office québécois, c'est ça comme dit Nathalie, qui est un peu l'Académie française du Québec, qui s'est dissociée d'ailleurs de l'Académie. Et puis en dictionnaire, il y a le multidictionnaire d'Eva de Villers, où là, tu as les termes vieillis, tu as les québécismes, etc. Mais le français canadien, à ma connaissance, voilà. Donc, ce sont ces recherches-là que j'ai pu retrouver, mais je voulais avoir, comme je rêve généralement, quelque chose qui soit particulier pour le français africain, pour le français canadien, parce que ces français ont leur définition qui devrait aussi être acceptée puisque c'est popularisé. Dans le français africain, comme on a vu des exemples, on a la go, la jo. Nous, quand on dit le caleçon, en fait, c'est le slip. Donc, c'est vraiment différent. Si quelqu'un vous dit, je porte mon caleçon, ne partez pas attendre une grande culotte. Et là, c'est la même chose, c'est le Bermuda. Oui, si on vous dit, je porte une culotte, c'est en fait, c'est le Bermuda pour aller à la plage. Donc, les termes même sont déjà transformés, les termes français même. Bien sûr. Et ensuite, il y a aussi maintenant l'imbrication du camphre anglais qui est aussi autre. Donc, il y a une différence entre le camphre anglais qui est avec la go et le français africain qui a détourné certains sens originels.
Et c'est ça, c'est ce que j'aime bien. Et j'en viens aux parlers jeunes qui ne sont pas souvent reconnus. Oui, le Nuchi, par exemple, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est ça qui vous est parlé. Et si vous expliquez quelque chose en Nuchi, il y a plus de compréhension que quand vous utilisez un français standard. On a l'impression, et ils sont notés donc sur la base du français standard, et on leur dit qu'ils sont moins lettrés que les autres parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser le Nuchi. Mais pourtant, si on va poser des connaissances sur la lecture et qu'ils vous répondent en utilisant le Nuchi, on constatera que les connaissances sont pratiquement égalitaires. Donc, est-ce qu'on peut envisager une école pour tous sans langue majoritaire ou sans langue minoritaire aussi? Parce que le cas des langues, si on ne choisit que des langues majoritaires, ça signifie que nous sommes aussi en train de vouer les langues minoritaires à une mort certaine. Donc, on se pose la question, que penser donc des accents régionaux? Parce que là, moi, je voulais aller plus loin. Carole m'a dit non, reste sur les accents régionaux, reste sur ton domaine. Moi, je voulais dire, que penser des cultures véhiculées par les langues? Elles viennent avec, de toute façon, c'est voilà. Parce que si on veut parler des Français, des différents Français, ça signifie que ces Français-là, qui sont différents du français standard, véhiculent également des cultures et que l'accent régional fait partie d'une identité culturelle. Il ne saurait être honteux d'avoir un accent soi-disant africain ou camerounais ou un accent canadien parce qu'on s'exprime dans une langue étrangère. Et en plus, le phénomène culturel, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dire bonjour en tendant la main, il y a d'autres qui vont dire bonjour juste en hochant de la tête. Et comme dans la culture de mon mari, au nord-ouest, pour dire bonjour et que vous êtes déjà plus d'une dizaine, on ne tendra pas la main à chaque personne, nous dira bonjour, on va claquer dans les mains 7 fois. Donc le bonjour, oui, doit être culturellement partagé. Donc là, j'en viens au point fort de la communication, la standardisation des langues africaines. Généralement, on a ces basiques, la collecte des énoncés oraux dans la variante standard, les études linguistiques, la production des alphabets, après les études linguistiques, la production des manuels, la production d'autres documents pédagogiques. Et ça, c'est ce qui nous manque le plus, c'est une variation dans la production des documents pédagogiques. Si nous en venons à la collecte d'énoncés oraux dans la variante standard, il faudrait déjà qu'on sache définir la communauté linguistique. Pour, par exemple, Fishman, la communauté linguistique est une communauté née d'une communication intensive ou d'une intégration symbolique en relation avec la possibilité de communication sans tenir compte du nombre de langues ou de variétés employées. Donc, on repose essentiellement sur la capacité communicative. La communauté linguistique se définit moins par un accord explicite quant à l'emploi des éléments du langage que par une participation conjointe à un ensemble de normes. Donc, selon la BOF, chaque participant de la langue, chaque locuteur d'une langue a son apport, donc construit la langue en fonction de sa vision. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on sait déjà ce que c'est qu'une variante linguistique? Parce que généralement, on parle de variante linguistique, mais la variante linguistique, c'est tout simplement ce que certains appellent en dialectologie le dialecte. Et nous, avec le professeur Tadadjeu, de regretter mémoire, il avait décidé qu'on évite de dire dialecte parce que le dialecte est toujours en train de rabaisser la langue. Et il a préféré qu'on utilise toujours variante linguistique parce que chaque personne réalise la même chose, mais à sa manière. Et la variante linguistique promeut justement l'intercompréhension ou l'intelligibilité mutuelle. Et là, quand il faut collecter les données, il faut d'abord avoir sélectionné la variante standard, qui se sélectionne, qui est choisie en fonction justement de l'intelligibilité mutuelle, l'identification d'un dialecte dans la variante d'une langue, la démographie dans le poids de la population, l'histoire des déplacements des locuteurs, comme les langues bantoues,
il y a un grand chapeau, mais ensuite on a les Bassa, les Placefield, le Swahili et les autres. Ensuite, chez nous, il y a aussi des décisions institutionnelles parce que vous pouvez avoir une langue qui réunit l'intelligibilité mutuelle, donc tout le monde autour de cette langue-là, tous les locuteurs d'autres variantes comprennent bien cette variante. Ensuite, il y a la population est plus grande, la population qui l'utilise, mais le politique vient décider que c'est telle autre langue qui sera imposée comme variante standard. Donc, l'aspect politique, par moment, est même plus fort que tous les aspects cohérents qu'on peut citer. Pour collecter les héros, généralement, on possède par enregistrement, les enregistrements avec des enregistreurs, des archives audio, mais ces archives-là ne sont souvent pas des véhicules, des bons corpus. Nous avons des études phonologiques, linguistiques, comme la phonologie, la morphologie et la syntaxe. Pourquoi ces études? Parce que lorsqu'on a une étude phonétique qui mène à la phonologie, alors on peut produire un alphabet. Et cet alphabet peut être soumis à la population pour un consensus, pour savoir quelles sont les lettres qui sont retenues et faciles d'utilisation. Ensuite, ce n'est que quand on a un alphabet qu'on peut procéder à l'étude morphologique de la langue. Dans les langues africaines bantoues, c'est là qu'on découvre que les langues africaines bantoues sont des langues agglutinantes pour la plupart, même s'il n'y a pas des langues totalement agglutinantes ou flexionnelles, mais on doit quand même essayer de déterminer si elles sont majoritairement agglutinantes. Ensuite, les tons. Il faut également essayer de faire une tonologie pour qu'on sache quels sont les tons les plus marquants dans cette langue-là. Et ce n'est qu'à partir de tout ça qu'on peut avoir des règles d'écriture. Et les règles d'écriture vont nous mener à un lexique. Et là, on pourra produire des dictionnaires. Et moi, je voudrais qu'il y ait des dictionnaires du Bassa au Bassa, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui puissent lire un dictionnaire uniquement dans la langue africaine. Mais les dictionnaires qui existent, comme on va le voir, sont généralement des dictionnaires bilingues. Il y a également la syntaxe qui permet d'établir des règles de grammaire pour pouvoir avoir des pédagogies. Et là, nous avons quelques productions d'alphabets. Ce sont les étudiants généralement, ça ce sont les étudiants de cette année qui ont produit des abécédaires. Donc, à partir des alphabets qu'ils ont pu construire suite à des analyses phonologiques, ils ont donc bâti des abécédaires dans plusieurs langues. Ici, nous avons le Fufulde, là, le Bassa. Et il y a plusieurs langues ici, parce qu'il faut rappeler qu'au Cameroun, il y a environ 268 langues différentes. Ouais. Et dans une salle de classe, on pourra avoir 40 langues totalement différentes. C'est pas, le Nigeria a également dans les 400 langues, mais a retenu 4 langues majoritaires. Au Cameroun, toutes les langues étant minoritaires, il est difficile de choisir parce qu'aucune des langues ne dépasse environ 2 millions. Mais on a quand même le Bétifang qui est transnational, le Fufulde également qui est transnational. Et d'autres langues qui sont véhiculaires, pas par le poids de la population, mais parce que les personnes parlent cela pour des moyens de commerce. Et là, nous constaterons que les images ne reflètent pas toujours la réalité africaine. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas plus le temps de chercher en ligne, mais c'est très difficile. Comme vous voyez, voilà Malet, un enseignant, mais cet enseignant, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre. L'abécédaire ne transpose pas toujours la réalité culturelle des personnes qui la parlent. Et ça, ce sont les premiers, et généralement les étudiants, les élèves professeurs en langue et culture peuvent produire cela dans des cours. Les manuels scolaires, nous avons, ça c'est juste comme c'est ça que j'avais sous la main, Langa Natila. Il y a d'autres manuels qui existent, et ces manuels sont généralement des présyllabaires, des syllabaires, post-syllabaires, le O, post-syllabaire, manuel de calcul. Et tous ces manuels préliminaires ont été produits dans le cadre du programme opérationnel pour l'enseignement des langues au Cameroun avec les professeurs Mba, Tada, Dieu, Sadembo. Donc, c'est là où il y a eu cette instrumentation de 1984 à 2002 environ. Et là, l'Afrique est en train de produire
mais n'a pas suffisamment vulgarisé les manuels et langues pour qu'on les cite. Et quand on va revenir sur les autres documents, vous allez voir que ça sont des universitaires qui ont produit comment lire la langue et la culture, les Wondo, la phrase. Donc, on ne sait pas si cette production vise le primaire ou le secondaire, mais ce sont des universités généralement qui ont produit ces grammaires, soit les grammaires Wondo, soit les grammaires Douala, mais généralement ce sont les grammaires qui sont produites. C'est pour ça que c'est ça qui est affiché. Et nous avons Résulam qui revient également sur les abécédaires, la NACLAC également, l'Angandalo qui a permis justement que nous développions ceci, et ça a été magnifique avec Carole. Ça, vous voyez là, il y a plusieurs langues comme dans l'esprit que nous voulons garder, le paradis des hippopotames perdus. Donc, un conte qui a été transformé pour que ce soit en bande dessinée. Voilà la bande dessinée, quelques images. C'est vrai que c'était un très bel exercice. Et là, vous allez constater que nous nous sommes focalisés sur le traditionnel, sur tout ce qui peut être de la langue et de la culture, mais pour protéger l'environnement, tout en permettant à l'élève d'apprendre à lire et à écrire de manière facile et dans un français et les langues africaines abordables. Ça, c'est ce qu'on essaie de plus en plus et donc, ça pose le problème de la documentation. Si on sait écrire, alors comment documenter? Même si ça, est-ce qu'il y a un modèle pour le documenter? Ça sera pendant les échanges. Et là, nous abordons la plurinormalité linguistique pour une transition scolaire. Pour que ce soit réussi, il faut déjà que tout le monde puisse accepter que des normes endogènes existent, que des grammaires puissent être différentes d'une langue à l'autre et qu'il y ait un processus d'intégration des autres normes. Et donc, il faut beaucoup plus travailler sur les outils pédagogiques en reconnaissant les Français, les langues africaines, la langue africaine et ses variantes, et les variantes linguistiques des langues partenaires. Donc, les politiques linguistiques nationales et internationales doivent également être évolutives. Parce que s'il y a un travail par des chercheurs, par des pédagogues, il faudrait quand même que ce travail soit entériné par des politiques linguistiques institutionnelles. Et ça, c'est ce qui manque le plus pour les langues africaines, où le combat, c'est d'utiliser la langue africaine pour apprendre le français, mais on oublie que l'inverse aussi, c'est ça qui se passe, utiliser le français pour apprendre les autres langues partenaires. Et donc, en conclusion, nous devons donc discuter des formes de modélisation, de cette plurinormalité, de la standardisation, voire de l'équilibre d'un partenariat réussi sur la base, je le répète, d'un équilibre dans le développement des langues. Parce que si nous voulons utiliser le français et les langues partenaires, alors que le français a un niveau de développement très haut et les langues africaines sont encore en train de se développer, est-ce qu'on peut parler d'un partenariat réussi? Ça, c'est ma question. Voilà la bibliographie qui est loin d'être exhaustive. Merci, Julia. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, vous pouvez les poser et Eric se chargera de les transmettre. Il y en a dans le chat, hein? Je suis en train... C'est le mien, oui. Okay. Je suis en train de regarder. Il y a pour l'instant beaucoup de félicitations de tous tes collègues, brillants, vraiment instructifs. Félicitations distinguées au professeur Julia. C'est intéressant. Quel plaisir de pouvoir assister à cette superbe présentation en distanciel. Salutations à Julia et Carole. Bravo Julia, etc., etc. Vous regarderez ça par la suite. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, ce ne sera pas forcément entendu, peut-être, mais à moins qu'il y ait des micros. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Si on entend mal, Julia pourra répéter la question avant de répondre. Très intéressant, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Julia sur des intérêts communs par rapport à la norme et puis aux langues.
ce qui est intéressant, ce que tu amenais dans les, par rapport à la trace des missionnaires, c'est exactement ce qu'on a vécu au Canada et qu'on vit malheureusement encore avec les langues des Premières Nations, notamment les langues algonquines. Quand les missionnaires ont arrivé, il y avait cette espèce de colonisation vraiment du blanc, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que les langues aient une trace écrite, ce qui fait que on a entre guillemets bidouillé en prenant appui sur la langue de référence qui était le français, puisqu'ils étaient là pour franciser les élèves, et alors ça a donné une espèce d'orthographe qui, même encore aujourd'hui, est encore très discutée et discutable. Et il y a eu exactement la même chose. Moi, je travaille beaucoup avec la communauté haïtienne. Quand j'étais à Montréal, je fais mon doc avec cette communauté-là. Et c'est la même chose en Haïti. Il y a eu, les missionnaires sont restés là. Et c'est toujours cette espèce de volonté, non pas de reconnaître la langue dans la tradition orale qu'elle a, mais toujours d'imposer une norme scripto-centrée. Et c'est exactement la même chose. On a toutes sortes de, comment dirais-je, toutes sortes d'orthographes, et puis, comme tu disais, avec les tons, les pas de tons. Donc, ce qui fait que les élèves sont perdus. Et on reste sur la langue du blanc, c'est-à-dire que la langue qui est reconnue, c'est la langue standard, c'est le français, je crois. Donc, c'est vrai que... Et c'est un peu ça l'idée, le projet qu'on a avec Julia, là, que je vais déposer, le CRSH, c'est vraiment de repartir de l'habitus des élèves, de vraiment travailler autour de... Mon Dieu, Eric, on me voit. Excuse. Désolée. Je ne sais pas pourquoi ça... C'était juste, j'ai tourné la tête et j'ai eu un coup de... Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, c'est C'est ça qui me faisait... mon ordinateur qui est revenu. C'est qui te faisait sourire. Moi-même, je l'ai vu et je suis restée impassible. OK. Donc, je disais, oui, c'est ça. Donc, l'idée aussi de marrainer Julia à travers cette chaise, parce qu'on a beaucoup d'intérêt quand même depuis plusieurs années sur les communautés africaines. Et puis là, vraiment, ce qu'on vit, c'est justement, comment dirais-je, amoindrir cette rupture entre passer d'une langue traditionnelle orale à une langue écrite, pas par choix, mais par obligation de la scolarité. Donc, c'est autour de ça qu'on va travailler beaucoup l'oralité pour transposer doucement à l'écrit à partir des langues africaines. Donc, c'est super intéressant, c'est très stimulant, vraiment. Merci. Il y a quelqu'un qui dit « Bonjour, comment peut-on avoir une transcription en direct en français, au moins pour commencer cette réunion ?» Oui, ça c'était tout au début. Okay. C'était le problème de questions techniques. Oui. Je ferai pas. Si ça marche, comment est-ce que cela... Donc, nous ici... Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut-être qui veut poser une question. Cyril 102. Cyril 102. Oui. Allez-y. Oh, merci Eric pour la parole. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter l'Université d'Ottawa pour l'organisation de cet événement scientifique. Et mes félicitations vont également au professeur Julia Djibnou-Messina pour cette magnifique présentation. C'est un thème vraiment qui me passionne énormément, la standardisation, puisque j'ai également travaillé sur la standardisation pour mon mémoire de master. Donc, modéliser la standardisation des langues africaines, je pense que ça serait une chose merveilleuse, comme elle a présenté dans son exposition-là. Ma question réside au niveau des langues standards qu'on a déjà, pour la plupart des langues standards en Afrique, sans toutefois parler de ceux qui sont en cours de standardisation. Je me suis toujours posé la question de savoir comment ceux qui nous ont précédés ont choisi des standards pour nos différentes langues, puisque jusqu'ici, il y a plusieurs langues pour lesquelles je me suis interrogé, à savoir le roman qui est pratiquement ma langue et comment je parle l'une des variantes, et également le bétifan, qui a également plusieurs autres variantes. Jusqu'à date, j'ai déjà cherché à savoir quels sont les travaux qui ont présidé au choix de Lewondo ou bien du Joe comme la variante standard, et jusqu'à date, je n'ai pas encore reçu d'éléments fiables sur le plan scientifique.
Est-ce qu'il y a juste des décisions un matin comme ça là, pour qu'on choisisse une variante comme ça? Moi, je pense qu'il y a des critères bien spécifiés qu'on devrait, et qu'elle a mentionné là tout à l'heure, qu'on devrait prendre en compte pour le choix de ces différentes variantes. Est-ce que pour cette langue-là, est-ce qu'on peut retracer, voir exactement dans quel ouvrage ou bien qui a produit ces différents travaux, ces ensembles d'éléments, puisqu'on devrait avoir ces différentes données, peut-être comparatives, même sur le plan de la lexicostatistique, pour comparer les différentes variantes-là, avant de décider quel est le standard qu'on retient. Pareil peut-être pour les grandes langues, entre guillemets, comme le français, qui a également plusieurs autres variantes. Est-ce qu'on peut avoir un document où on a également fait ce travail véritablement pour pouvoir déterminer le français de l'île de France là comme le standard? Donc, c'est là un peu ma préoccupation. Merci. Moi qui vous remercie pour cette question. Je commencerai par remercier les aînés qui ont travaillé sur les variantes. Au Cameroun, les personnes professeur Dichakodi, professeur Boumdongo Semenge, je crois. Et je crois qu'ils avaient un collectif sur la NACLAC et ils ont parcouru avec les personnes de la CIL au Cameroun pour pouvoir identifier les variantes. Pour certains, ils ont appliqué justement la méthode de reconnaissance de la variante. Ça, en doigt là, on a regardé le Pongo, on a pris des textes qu'on a retranscrits, on a fait écouter aux populations environnantes et ces personnes ont décidé de dire qu'elles comprenaient. C'est-à-dire, quand vous dites, est-ce que voici le lexique, quand on le prononce, est-ce que vous le comprenez? Sans qu'il y ait un interlocuteur. Et les personnes disaient comprendre. Et je crois que c'est la même chose qui s'est passé avec le Romala. Et c'est pour ça qu'il y a, je crois, un Romala Nord et un Romala Sud. Et là, on a choisi, et les personnes de cette époque-là, dans les années, je crois, 70 ou 80, je me l'imagine comme cela, ont répondu par l'affirmative. Vous n'étiez pas encore nés. Et peut-être qu'à cette époque, ils avaient la capacité de facilement comprendre les autres langues. Et là, ils répondaient par l'affirmative, d'où on a donc retenu le standard. Pour les Hondo, il y a deux variantes. Le Hondo a été choisi non seulement pour sa véhicularité, c'est-à-dire parler dans plusieurs régions, mais parce que c'était la langue de l'Église catholique. Quand l'Église catholique s'est installée, on utilisait les Hondo pour pouvoir évangéliser. Et donc, presque tout le monde comprenait les Hondo par obligation. Et comme Yaoundé, c'est pour ça que vous voyez la traduction de Yaoundé dans presque toutes les langues, c'est la ville des Ewondo. Donc, pour arriver dans cette ville, pour s'intégrer, il faut parler Ewondo. Et quand on met une enquête auprès des personnes qui se sont intégrées là-bas, elles vont dire qu'elles comprennent l'Ewondo. Mais ce n'est pas sûr que celui qui est Ewondo comprend le Manguissa, les Tone et les autres. Il serait aberrant d'être un anglophone qui évolue à Yaoundé depuis plusieurs années et qu'ils disent qu'ils ne puissent pas parler le français. Il va au moins comprendre et la réponse, il va vous dire, oui, je comprends. C'est ça qui s'est donc passé pendant peut-être, mais un document, à ma connaissance, moi-même j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé. La preuve, c'est que le Manguissa la négation du Manguissa est après, mais on a mis le Manguissa comme étant une des sous-variantes. Donc, il y a c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on peut revenir analyser le processus justement de standardisation pour une meilleure harmonisation. Mais cela ne signifie pas qu'il faille rejeter les travaux des autres, parce que ça, c'est souvent le cas quand notre langue est concernée et que ce n'est pas elle qui est l'élu. Vous voyez, on a du remords, on veut prouver qu'il y a eu une défaillance dans les études. Mais il faut considérer que si des personnes ont accepté ça pendant plus de 30 à 40 ans, c'est qu'il y a quand même quelque chose de vrai, mais on peut améliorer cela
justement, comme le dictionnaire des Français, c'est-à-dire améliorer la standardisation, le lexique, harmoniser la grammaire pour qu'il y ait un bon terrain d'attente. Pour le français de l'Île-de-France, ça a été imposé par le roi. Oui, ça c'est clair. Et ça, ce sont des belles décisions parce que s'il y avait une décision pareille pour le Cameroun, on aurait eu 2 ou 3 langues officielles. On ne se serait jamais posé des questions pour savoir pourquoi on n'a pas choisi ou pourquoi on a choisi. Par moment, les décisions impératives, pareilles, peuvent me sauver. C'est mon opinion. Simplifié, en tout cas. Est-ce que la réponse vous satisfait? Ok, merci professeur pour ces éclaircissements. Et je suis très ravi de ces réponses, tout en voulant mentionner, peut-être je peux me tromper. Donc, ça veut dire que lorsque le standard est établi, on ne peut plus changer. Non, vous n'avez pas compris. J'ai bien dit, il est là, mais on peut l'améliorer. Il dit qu'on peut juste l'améliorer, pas le changer. Vous voulez le changer. Ça signifie que si on vous a dit qu'il y a un sujet verbe complément, ça veut dire que votre variante à vous n'a pas de sujet, n'a pas de complément. L'idée, en fait, de la standardisation, c'est de se comprendre, d'avoir une langue qui soit commune, qui sert de fil d'Ariane, notamment à travers la francophonie. Mais c'est vrai, et là où je rejoins Julia, si je peux me permettre, c'est que l'idée, c'est d'ajuster la langue en fonction de l'évolution de la société, en fonction du lexique ou autre, mais c'est d'avoir une trame commune pour pouvoir se comprendre. Donc, l'idée de la standardisation, en fait, elle est là, quoi. Parce que si on a tous effectivement, les variations, le plurinormalisme, moi j'y crois depuis des années, mais il faut bien qu'on ait quand même une langue commune si on veut se comprendre à travers la francophonie, parce qu'autrement ça va être difficile. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser au registre langagier des élèves dans la salle de classe, mais on part de leur registre pour aller vers la langue de standardisation, la langue de l'école, mais en considérant bien évidemment qui ils sont et leur langue. Donc, vous avez compris l'apport du professeur Carole. D'accord, merci beaucoup, professeur, pour cette intervention. Je voudrais finir avec ma dernière question pour laisser la place aux autres d'intervenir. Étant donné que plusieurs travaux ont été faits récemment sur plusieurs langues et surtout des descriptions sur des variantes de différentes langues et qu'on a découvert que les systèmes étaient complètement différents. Également, certains travaux de lexicostatistique ont prouvé que certaines variantes sont plus proches d'autres langues que la langue à laquelle elle est rattachée. Je demande comment on peut changer la tendance ou bien on ne peut pas. Bon, virer à l'opposé n'est pas toujours une solution. C'est plutôt un problème. Parce que vous aurez des personnes qui vont se mettre en faux et des politiques également. Et le risque, c'est d'entamer un travail que vous n'achèverez pas. Parce que vous aurez une lutte de pouvoir. Si votre langue n'est pas la langue de quelqu'un qui est, comme quand on choisissait les langues pour la radio dans les années 80, il y a des langues comme le banane qui avait été choisi parce que l'épouse du ministre de la Culture de l'époque était banane. C'est très... Donc, vous voyez qu'il y a des choix comme ça. Or, si vous n'êtes pas sûr d'avoir ce type de pouvoir, il faudrait faire attention. Il faudrait d'abord vous-même effectuer les travaux de dialectologie. Et à partir de ces travaux, vous allez vérifier si déjà la lexicostatistique vous dit que vous êtes éloigné à plus de 75% de la langue standard pour que vous soyez même peut-être déjà en pôle linguistique. Si vous n'avez pas fait ces travaux, c'est un bon instant de se dire qu'on n'a pas vraiment pris cela en compte, mais il faudrait regarder au-delà. Quel est l'apport de votre langue dans la communauté? Est-ce que votre langue permet des échanges commerciaux? Est-ce que votre langue est utilisée par d'autres, même dans la musique? Quel est l'état de véhicularité de votre langue?
D'accord? D'accord, professeur. Merci Vous beaucoup. pouvez répondre à toutes ces questions, surtout sur l'état de véhicularité de votre langue. Alors là, vous pourrez dire qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Et je remercie Bissene Onana qui parle justement de l'harmonisation dialectale prônée par le professeur Mba. Et c'est de ça aussi que professeur Carole parlait tantôt. C'est-à-dire qu'on a un standard, si on a un lexique, on va dire qu'on prend le mot de la variante A, de la variante B. Si c'est tellement différent, on inclut tout cela dans le dictionnaire. Donc, l'enfant qui part apprendre saura que si on dit, par exemple, dans le Bétifan, en Manguissa, on dit Atan, on a dit Atan signifie village. En Néondo, on dit Dal, Dal signifie village. Donc, ce sont des variantes, mais c'est la même langue. Donc, on inclut justement cela dans un processus d'harmonisation dialectale, déjà à partir des dictionnaires, avant d'évoluer vers les grammaires. D'accord? Merci, professeur. Je vous en prie. Des questions. Oui? Que préconise-t-elle pour l'orthographe à adopter pour l'écriture des langues africaines? Tout le monde le sait, j'ai toujours préconisé l'AGLC. Parce que l'AGLC permet la lecture de toutes les langues à tous les enfants, à toutes les personnes qui savent déjà, même si vous ne savez pas lire, l'AGLC vous permet de tout lire, de lire toutes les langues, même si vous ne les comprenez pas. Voilà, l'AGLC, c'est l'alphabet général des langues camerounaises qui a été écrite par le professeur Sadembo et le professeur Tadadjo en 1979. Cet alphabet découle d'une étude phonétique. Et dans cette écriture, il est loisible de marquer aussi bien les choix que les haies, que les autres sons de la langue, en considérant ce qui est souvent difficile avec les autres alphabets, les consonnes complexes, comme l'embe, l'ende, l'enge, l'embe. Tous ces noms, toutes ces consonnes qui ne sont pas souvent considérées justement dans la langue française parce qu'elles n'existent pas dans la langue française. On n'a pas besoin de considérer quelque chose qui n'existe pas dans une langue. Donc, l'AGLC préconise toutes ces considérations-là. Je peux faire cela parce qu'on y marque également les tons. On a des tons hauts, des tons bas, des tons moyens, des tons montants et des tons descendants qui doivent être souvent marqués par sélection et consensus avec la société. Donc, moi, je préconise l'usage de l'AGLC pour pouvoir justement écrire et lire dans toutes les langues. Or, si je prends maintenant l'écriture des missionnaires, où il n'y a pas de ton, et on a par moment des E avec des points en haut ou des points. Je ne sais pas si je ne suis pas locutrice de cette langue, si je dois lire le E ou je dois lire le E, si je dois lire le O ou je dois lire le O. Si je ne suis pas locutrice native, ce sont des langues africaines qui ne connaissent pas une grande visibilité, donc j'aurai des difficultés à lire. Alors qu'avec l'AGLC, que ce soit une langue minoritaire ou majoritaire, je pourrais apprendre à lire dans n'importe quelle langue. Donc, je préconiserais une écriture qui me permette d'apprendre à lire dans toutes les langues et d'apprendre toutes les langues possibles qui s'offrent à moi. Bon, il y a les autres questions. Tu as vu, il y a Justine qui est là, qui t'a écouté. C'est chouette. Il y a une question que j'ai soulevée. Comment le processus, avant le processus d'harmonisation? On ne pourra pas répondre partout, je pense. Et c'est intéressant parce que dans GLC, là, je ferai le parallèle avec l'API qu'on utilise en phonétique pour toutes les langues alphabétiques. Tu sais, quand il y a entre les signes un peu bizarres entre les crochets, là, l'alphabet phonétique international, je ferai ça. Donc, le parallèle avec le GLC, c'est ça. Ce qui permet d'être juste, en fait, dans ce que tu traduis. Il y a une question là. Est-ce qu'un consensus à l'échelle nationale est possible
pour l'adoption d'une ou plusieurs langues majoritaires dans un contexte camerounais. Sinon, comment convaincre les peuples de langue minoritaire à adhérer au consensus? Oui, déjà, dès le bas âge, cette question est magnifique parce que dès le bas âge, nous devons éduquer les enfants à accepter l'autre. C'est parce qu'il n'y a pas d'éducation à l'acceptation de l'autre, plutôt à l'exclusion, qu'il y a justement les enfants qui grandissent aujourd'hui ont des difficultés à accepter les autres. Mais les enfants, quelle que soit la langue, moi, dans mon expérimentation en 2010, je suis entrée de 2004 en 2010, je suis entrée dans les salles de classe en utilisant n'importe quelle langue camerounaise. Aucun enfant n'était frustré. Mais c'est le parent qui revenait et demandait pourquoi est-ce qu'on utilise telle variante au lieu d'utiliser la mienne. Et je répondais tout simplement, s'il y a des ouvrages dans cette langue, nous allons utiliser. Parce que s'il y a des ouvrages en néondo, ça c'était pour contourner le problème, s'il y a des ouvrages en néondo et qui n'en existent pas en étole, il ne faudrait pas qu'on utilise donc cela. Mais nous avons parlé donc du principe de l'harmonisation dialectale. Pour les langues minoritaires, toutes les langues peuvent être enseignées. Mais cela dépend du milieu où on se trouve. Si on est dans un milieu rural, alors forcément, on peut utiliser toutes les langues minoritaires parce que l'enseignant et l'élève partagent la même langue. Mais si nous sommes dans un milieu urbain, hétérogène linguistiquement, nous sommes dans l'obligation d'avoir une approche un peu plus bimultilingue qui préconise la considération de la première langue officielle et des langues en présence. Et pour considérer les langues en présence, c'est qu'il faut une langue africaine de départ. Et cette langue africaine de départ, l'enseignant doit la maîtriser pour pouvoir demander à ses élèves, si vous aviez lu mon article de 2013, vous auriez vu que l'enseignant peut partir d'une langue et demander maintenant à ses élèves de rechercher l'équivalent, justement, l'équivalent dans sa langue à la maison. Et le lendemain, la pratique est dans un atelier où les élèves restituent ce que les parents auront enseigné. Et vous verrez que dans la salle de classe, si on vous a dit, ça c'est un chant ou un proverbe dans telle langue, tous les élèves qui reviendraient le lendemain avec les équivalents de ce proverbe dans la langue, celui qui n'a pas pu ira harceler son parent pour le connaître, ne serait-ce qu'oralement. L'écrit, on n'a pas besoin, justement, comme le dit souvent Carole, l'écrit n'est pas prioritaire dans ce cas-là, mais l'oral. Et de là, quand il connaîtra ce proverbe à l'oral dans sa langue, il pourra utiliser l'AGLC pour transcrire cela de manière plus efficace. Donc, on peut avoir un moyen d'harmonisation, un consensus national, mais pour qu'il y ait un consensus national, il faut éduquer les populations à accepter d'abord, à s'accepter les uns et les autres, et à savoir que si on enseigne une langue majoritaire, on peut faire un transfert de la langue majoritaire à la langue minoritaire sans pour autant exclure et avoir plutôt des divergences. C'est ce que disait aussi le professeur Marcoux, je pense, de l'Université Laval, qui disait que justement en valorisant les langues régionales en Afrique, ça permettait aussi à la francophonie de rayonner davantage aussi. Donc, c'est pas une soustraction au bout du compte. Comme le disait Julia, c'est sur le continent africain qu'on a le plus de francophones. Oui, plus ça va aller, plus de toute façon... Mais on voit que la standardisation, c'était aussi la même logique avec l'État-nation, même les missionnaires, avec... c'est terrible. L'Évangile. Ben, je sais pas, oui, c'est terrible avec tout ce qu'on a connu, oui, c'est la colonisation, mais c'était un exercice de standardisation aussi, comme, en fait, vous essayez de faire aujourd'hui encore, pour une intercompréhension. Exactement.
Mais Parce qu'il y a des choix. Il y a aussi toujours aussi politique, parfois très peu justifié, comme ce que vous disiez pour la radio, mais parfois quand même à partir de critères, d'études précises, comme vous les avez mentionnés, ça devient justifié de faire des choix. Ici au Canada, au niveau des langues autochtones, on a l'Inuktitut. Peut-être, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, des choix vraiment qui ont été faits entre différentes communautés. Puis l'Inuktitut, en fait, c'est une langue créée à partir de différentes variations. Donc, c'est vraiment presque on pourrait dire une nouvelle création, mais basée sur des études de terrain entre ah oui, entre plusieurs territoires. Les langues des Premières Nations, c'est très complexe. Puis ça, comme je disais, il y avait les missionnaires. Puis c'est vrai que garder la tradition orale, c'est fondamental parce que c'est propre aux pratiques discursives des familles et puis d'un pays. Mais c'est vrai que si on veut une pérennité, si on veut qu'il y ait quelque chose qui soit là, il faut qu'il y ait une standardisation. Malheureusement, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec l'algonquin aussi. Ça a été, c'est encore discuté. Hein. Nancy me disait. Oui. C'est des grosses. Et après, ça pose toutes les questions en milieu scolaire, des compétences des enseignants, du curriculum, de l'évaluation. Alors, comment tout ça peut être en opération, en fait? Déjà, au Cameroun, par rapport au problème de programme, il y a déjà des programmes pour l'enseignement des langues et des cultures camerounaises. Oui. Si c'est le cas du Cameroun. Mais dans plusieurs pays qui ont pourtant des langues majoritaires, les langues restent affectées hors de l'école. Donc, nous sommes, comme j'ai cité les pays où c'est devenu un instrument, un véhicule, mais ailleurs, généralement, c'est utilisé à la radio, à la télé, mais ce n'est pas une langue de l'école. Mais au Cameroun, quand même, c'est une langue de l'école déjà, officiellement. Il y a des examens, il y a un programme, il y a des manuels qui sont utilisés par les enseignants. Justement, le problème de compétences des enseignants s'était posé à une période où, pendant le recrutement, on n'avait pas un grand ancrage linguistique de ces enseignants. Alors, les programmes ont été révisés de manière à ce que ces personnes-là soient un peu plus, soient aptes dans ces langues-là. Et maintenant, on a révisé les affectations. Au lieu d'affecter quelqu'un à Yaoundé, où on se dit qu'on parle majoritairement léondo, on affecte chaque enseignant dans sa région d'origine, où on est sûr que si lui-même ne comprend pas la langue, il y a la communauté linguistique qui pourrait l'assister dans cette transmission. Et ils sont quand même formés. Il y a tout un programme, il y a plusieurs départements de langue et culture maintenant qui fonctionnent avec des programmes et des curriculums. Mais oui, je pense que ce que tu dis, c'est important, c'est que souvent, moi, je vois, même dans les projets, les enseignants me disent « Mais Carole, on ne peut pas parler toutes les langues. » Mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que tu as une communauté, puis c'est une bonne façon, justement, de rapprocher la communauté à l'école, ce qui souvent ne se fait pas. Donc, les parents sont là, mais après, il y a les familles élargies, puis il y a la communauté. Donc, le prof n'est pas obligé d'être, encore une fois, locuteur de toute la langue des langues. Non, c'est impossible, de toute façon. Donc, il y a une dernière question. C'est une question très intéressante, le langage des signes. Ces langues africaines incluent-elles les langues des signes? Il ne faudrait pas croire que j'ai fui cette question-là. Mais c'est parce que, justement, ça reste toujours en français ou en anglais. C'est le langage des signes ne s'est pas étendu aux langues africaines. Il n'y a aucune norme sur cela. Quand on nous a enseigné cela, on a eu ça au premier cycle. Je n'ai fait qu'un seul cours, je vous l'avoue, et j'ai démissionné. Il fallait savoir placer ses mains et c'était en français ou en anglais. Il n'y a pas de langues africaines. Donc, ce serait très ouvert, ce serait très ouvert et très opportun de parler d'un langage de signes dans une langue africaine. Parce que si c'est dans toutes les langues africaines, en sachant qu'on a près de 2000 langues, ce serait quand même… oui, il faudrait déjà commencer, par exemple, par une langue comme le Swahili, qui a été adopté à l'Union africaine pour pouvoir déjà impulser ce type d'études-là et qui serait vraiment la bienvenue pour les langues africaines et même dans la francophonie, parce que là, on pourrait savoir qu'il y a aussi une documentation en langage des signes, tout comme les aspects
mais on a quand même déjà développé des claviers pour les malvoyants et pour les langues africaines. Ça, quand même, ça a déjà évolué. La CIL a participé beaucoup à cela. Mais c'est vrai que c'est passionnant parce que ça pourrait être quelque chose de C'est passionnant. linguistique, ça m'a toujours fasciné. Ça. Parfait. Est-ce qu'on arrête là? On a tous peut-être dire le mot de la fin. Je vais reprendre mon... En tout cas, merci beaucoup, Julia. C'était très intéressant. Et, je pense qu'il va falloir lire Ouais. t'écrire après. Oui, vous pouvez m'écrire également à partir de l'adresse d'Éric et je répondrai à toutes les questions. Ou sur le site de la chaire, je vais également répondre à tout cela sur LinkedIn et autres réseaux sociaux. Parfait, ben merci à tous pour cette. Merci d'abord à Julia pour cette excellente, très intéressante présentation qui nous a plongé, nous ici au Canada en tout cas, dans des questions très vastes et voilà. Donc je voulais au nom du Collège des chaires et de l'Université d'Ottawa la remercier beaucoup pour sa présentation et vous remercier tous d'être aussi nombreux. Et comme Julia elle-même l'a dit, il est toujours possible de la contacter pour avoir d'autres informations. Et il me semble qu'il y aura 2 autres conférences au cours de son passage ici à l'université. Et voilà, nous essaierons de vous faire parvenir toute l'information au sujet des autres conférences à venir. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Il y a Joséphine et Innocent Fassé qui ont levé la main. Oui, mais... Ça, que moi, oui. Vous avez levé la main ou vous avez juste... Oui, oui, merci, professeur Julia. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, merci, professeur Julia. J'avais une question sur la standardisation, mais après j'ai été entrecoupée, je ne sais pas ce qui a été avancé, mais j'avais quelques idées par rapport à la standardisation des langues, puisque je trouve que j'avais en tête, par exemple, que le problème, c'est plutôt le pouvoir des forces, hein, parce que si on part des exemples qu'on connaît, même en France, le français qui est aujourd'hui dit français normé, français standard, au départ, c'était une norme parmi tant d'autres. C'était le français à l'Île-de-France, parce que c'était du côté où se trouvait le pouvoir, c'est-à-dire tous les moyens ont été mobilisés justement donc en faveur de cette norme. Même au Rwanda, c'est pareil, même ailleurs. Je trouve que ce n'est pas égalitaire, mais pour peu que ça peut peut-être débrouiller une situation, on ne peut pas s'y opposer. Mais après, je ne sais pas ce qui en a été dit, parce que j'étais entrecoupée. Oui, ce que nous avons dit, c'est que justement, au-delà de l'imposition, il faut regarder la véhicularité de la langue et l'importance de la langue par rapport aux populations environnantes et qu'on ne devrait pas retirer le standard qui a déjà établi, mais le compléter dans une forme d'harmonisation dialectale. Reconnaissance. Oui, de reconnaissance et tout. Donc, il faut reconnaître les autres langues partenaires qui constituent justement le continuum linguistique de cette langue-là. D'accord. Et si vous permettez très rapidement, j'avais cru comprendre quelque part, vous avez dit que l'accent véhicule l'identité culturelle, c'est ça? Oui, oui. Alors, ça m'a fait réfléchir un peu par rapport à ce que j'avais l'habitude d'entendre à l'époque où j'étais en France, quand on voulait donner ce qu'on appelait compliment, entre guillemets, à quelqu'un, un Africain ou un non-français, comme quoi il ou elle parlait bien français, on disait « Oh là là, qu'est-ce que vous parlez très bien français, en tout cas, vous parlez sans accent ». Alors, que dire de cela? Parce que moi,
ça m'enchantait pas tellement. Hein. Moi, j'appelle ça une acculturation de ne pas reconnaître son accent. Si moi, je parle comme ça, c'est parce que la langue française a été ma première langue. Et donc, je parle ma langue plutôt avec un accent français. Et on me dit, c'est comme quand on veut se moquer, on dit, tu parles la langue comme quand un blanc parle sa langue. Voilà, la langue africaine. Donc ça, c'est plutôt l'inverse. Mais moi, je suis fière de quelqu'un qui a un accent parce qu'il ne renie pas ses origines. On n'est pas obligé de renier ses origines dans la francophonie. Parce que si vous voyez bien, la francophonie aujourd'hui, c'est la francophonie diversifiée. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs programmes dans la francophonie qui sont en train de promouvoir le partenariat linguistique, c'est-à-dire les langues africaines, au même titre que le français. Vous avez vous avez le prix Edmund, il y a plusieurs choses dans la francophonie diversifiée. Et même les IFADEM, par exemple, produit des livres bilingues considérant les langues africaines. Alors, l'accent est marquant et c'est une fierté d'avoir un accent. La preuve, c'est que même en France, ceux du Midi, les Toulousains, ne parlent pas comme ceux du Nord. Ils ne parlent pas comme un Parisien. Moi, je suis partie à Montpellier, j'étais très contente de voir cet accent. C'est un accent sucré. On a envie de les écouter parler. Dans le sud, beaucoup. Oui. C'est un soleil pour moi de savoir que quelqu'un parle français avec une identité, un accent, pas comme moi. Encore que je suis sûre que j'ai un accent. Du coup, ce n'était pas un compliment, si j'ai bien compris. Au contraire, ce n'était pas un compliment. Parce que c'est comme si on nous refusait le droit de parler avec un accent particulier. Donc, à nous, propre à nous, je trouve. Hein. Oui, totalement. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Tout le reste. On prendra les questions, on répondra. Merci à tous d'avoir été là. C'est vraiment très chouette Merci. d'avoir réussi. Oui, merci. Au revoir. Plaisir de Et nous entendre. Au revoir. Merci.